Donc bonsoir à tous les 2. Merci d'avoir Hein. accepté notre invitation. La première question est pour Yann. Après des années extrêmement complexes pour la gestion dite value, lors de la dernière décennie, on assiste à un retour en grâce du style en Europe post-Covid. Est-ce que tu peux nous dire quels en sont les moteurs? Bonsoir à tous. Alors, oui, quand on passe value, on pense, vilain petit canard. J'ai beaucoup souffert, je vous l'avoue. Mais en fait, ce qui permet toujours pour la value, en fait, la value, juste après les commentaires précédents, c'est qu'il n'y a pas de valeur value, il n'y a pas de secteur value, il y a des investisseurs value. Donc c'est quand même un prisme de lecture du marché. Et ce qui permet, je pense, encore à la value ou à la lecture du marché value de prospérer, c'est paradoxalement la normalisation du marché. C'est-à-dire que, j'ai vécu, rappelez-vous 2017, 2018, 2019, 2020, il y avait la qualité, la croissance, la visibilité qui existait, ça montait tout le temps et tout le reste ne faisait rien. Et quand je dis normalisation du marché, je dis, c'est-à-dire tout peut baisser et tout peut monter. Et ça me plaît et c'est ça qui permet à un gérant value de prospérer, de trouver des nouvelles idées. Merci beaucoup. Virginie, toi, on peut dire que ton style est vraiment croissance? Bah, je ne sais pas parce que j'ai écouté Vitali et il a parlé d'une valeur. Il a parlé, si vous avez bien écouté, que d'une seule valeur. Vous l'avez retenu, bien sûr. Vous allez tous en acheter. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a renforcé cet après-midi, pas plus tard. Donc on en a et pourtant on nous qualifie de croissance, mais tu vois, Vitalik qui se dit value investor. Donc c'est toujours compliqué de mettre une définition. Croissance, value, quality. Et je rejoins tout à fait ce que dit Yann. Moi, je parle plutôt de fondamental equity et je crois que ça, c'est important. Donc oui, on nous qualifie souvent de croissance parce que pour nous, bah, on est plutôt en recherche de création de value. Value creator, créateur de val de Ok, bah, tu donc tu vois? vas être value. Ok, très bien. Eh ben, première nouvelle, mais Oui, bon, ça pourquoi y pas? est, j'ai changé de camp, Mm, ça me plaît bien. Non, voilà. mais il y a quelques années, il y avait des valeurs qui sont maintenant dites croissance ou qui ont été croissance. Souvenez-vous, en 2022, quand il y a eu ce choc, justement, croissance value, bah, on en parlera peut-être après, mais C'était la question, en il y a fait. une valeur que vous connaissez tous qui s'appelle Meta, hein, et il y a un moment donné, si on regardait un PE forward sur Meta, on était quand même, autour de 10. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on la mettait, si on la mettait en croissance ou si on la mettait en value. En tous les cas, c'était une sacrée opportunité. Mais alors, comment expliques-tu que le style value n'ait véritablement fonctionné qu'en 2022 au niveau mondial, je précise, hein, au niveau mondial? Alors, bah, 2022, c'est le contre-choc, après covid, l'inflation, grimpante qui fait peur à tout le monde, aux autorités, aux banquiers centraux et donc c'est tout le paradigme, c'est tout ce chapitre que vous avez eu pendant des années de liquidité, taux bas, qui a été, bousculé et donc les anticipations de hausse des taux, et qui ont fait que, bah, si vous reprenez vos livres, hein, parce qu'on a tous eu des livres, on en a encore, même si on a ChatGPT. En général, on se dit: «Bah, oui, la croissance, elle s'évalue, les valeurs dites croissance sur le long terme avec l'actualisation, des cash flows futurs» et évidemment, tout ce qui est, value, c'est plutôt à l'opposé. Donc là, on s'est dit: «Oh, attention inflation, hausse des taux» et cetera. Tout ça remet en cause la lecture, les calculs et donc bah, faut vendre tout ce qui est dit croissance et privilégier tout ce qui est dit value. Et juste pour rebondir, c'est-à-dire qu'en 2017, 18, 19, 20 et c'est toujours la même chose, le marché, il fonctionne, le moteur, la question c'était le moteur, c'est toujours la peur. C'est toujours la peur, le moteur et donc le marché obligataire était prêt à acheter des obligs avec un rendement négatif, par peur et le marché action a acheté de la qualité, par peur. Donc aujourd'hui, la peur est toujours là parce que c'est un des moteurs du marché. Il y a le l'appât du gain bien sûr, mais il y a la peur surtout et aujourd'hui la peur, elle est beaucoup plus, comment dire? Domptée par la question de la valorisation et je pense qu'aujourd'hui la valorisation a beaucoup plus d'importance que, la décennie, précédente et notamment parce qu'on a changé de régime de marché. On est passé d'une croissance monétaire, dingue à autre chose et ce autre chose, c'est, des dépenses publiques et des déficits publics massifs
Et donc derrière, plus d'inflation, on revient vers une norme des 50 dernières années. Et ça aussi, c'est favorable pour une lecture plus value du marché. Alors justement, moi j'ai des marottes aussi en tant que modérateur, mais j'ai tendance à croire que depuis la sortie de la politique à taux zéro, les banques se comportent comme des valeurs de croissance et plus comme des valeurs décotées. Alors qu'en penses-tu? Bah oui, les banques, c'était comme les gérants value, elles ont survécu au taux zéro, donc c'est déjà pas mal. Donc elles ont survécu, donc elles étaient capables de survivre. Et aujourd'hui, avec la pontification, bah, c'est du pain béni. Sauf qu'il y a que les gérants value qui ont acheté des banques. Donc ça fait peut-être 6 mois que les gérants croissance rentrent dans les banques, donc je commence à m'inquiéter, personnellement. Les mains faibles arrivent, heu, mais hem, Voilà la main faible. sur les Non. banques, sur les banques. Mais oui, c'est la croissance du marché, hein. Intesa, c'est depuis 5 ans, 25 de croissance, par an, de BPA. Caixa, c'est 35. Et je crois qu'au T3 en Europe, en glissement annuel, les sociétés financières représentent plus de 100 de la croissance des BPA en Europe. Donc sans sociétés financières, c'était des croissances de BPA en glissement annuel négatif. Donc oui, la croissance, elle est du côté des financières aujourd'hui. En tout cas, la Entre croissance des BPA. Alors toi, Virginie, tu es souvent aux États-Unis pour visiter les sociétés que tu as en portefeuille. Comment vois-tu le secteur technologique et l'IA? Est-on au cœur d'une révolution industrielle ou d'une bulle boursière? Alors, on est effectivement au cœur d'une bulle industrielle. La grande question, c'est de savoir si on Bulle aura industrielle ou une révolution industrielle? une bulle industrielle. Et Vitali l'a très bien décrit également, hein. Et bon, vous êtes, pour la plupart, très jeunes, donc vous n'avez pas connu le krach des années 2000. Hem, mais moi, je peux vous dire que j'ai connu, surtout que je gérais à ce moment-là un fonds TMT, heu, télécom, médias et techno. Bon, aujourd'hui, ça fait un peu vieux, hein. Et alors, c'était l'époque, oui, alors, c'était, tout monté, tout ce qui pouvait être accroché à la bulle internet et il y avait en fait, c'était conceptuel, voilà. C'était un concept et je pense que c'est ça la leçon, c'est qu'il faut regarder toujours si on n'est pas dans un concept ou si on est dans une réalité et si derrière ce que cache cette réalité. Et à l'époque, il y avait les fameuses web agencies, voilà, qui faisaient du contenu. Alors on disait tout ce qui était contenu, tout ce qui faisait du contenu, ça montait, c'était formidable. En Finlande, vous aviez ou en Suède comme ça des sociétés qui étaient cotées. Vous rentriez dans les bureaux, il y avait des palmiers. Oui, oui, au mois de janvier, des palmiers avec la neige, tu vois, la neige aussi. Bon. Voilà, donc ce concept, donc c'est une bonne leçon. Donc aujourd'hui, bah, oui, c'est une révolution, oui, tu peux l'appeler révolution industrielle. L'intelligence artificielle, elle est partout. Moi, je crois que la vraie question, c'est plutôt de se poser lorsque vous êtes, analyste, gérant, c'est quel va être l'impact, de, l'intelligence artificielle dans toutes les industries? Une de nos premières remarques, nous, ça a été de dire que un des premiers secteurs industriels à être impacté, c'est les softwares, alors qu'on aurait pu penser qu'ils étaient justement des bénéficiaires. Mais après, sur la bulle, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on sait que notamment les gros industriels, de la tech, on va les appeler les industriels de la tech, hein, et notamment les magnifiques, font des investissements qui sont colossaux, puis on a une espèce de sentiment de circularité. Tiens, regarde, moi je t'investis là, toi tu investis là, tu me renvoies la balle, etc. Donc on a une espèce de là de complication qui devient un petit peu qui fait peur, en sachant, et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez les magnifiques qui investissent 70% de leur free cash flow en CAPEX, c'est de savoir comment ce sera monétisé. Et évidemment, il ne faudrait pas que les cash flows baissent à un moment donné, sinon les analyses vont se dire: «Oh là là, si ça passe à 80%, c'est là le» donc il faut raison garder, il faut, examiner et pas se précipiter, comme toujours, et diversifier. C'est une réalité et de toute façon, toutes les révolutions industrielles ont eu cette espèce de cycle de gros investissements et il y aura des gagnants, mais il y aura aussi des perdants. Merci. Yann, la structure du marché européen est complètement différente du marché US avec des valeurs de croissance faisant plus partie de la consommation discrétionnaire que de la technologie.
Aussi, en termes de construction de portefeuille, y a-t-il un avantage compétitif en Europe à exhiber un biais value? Oui, de ce point de vue-là, certainement. Effectivement, il y a la tech, il y a peu de valeurs tech sur la côte européenne, donc ça, tout le monde le sait. Et aussi les valeurs dites de croissance, c'est plutôt des modèles, économiques robustes et c'est Wolters Kluwer, c'est, Atlas Copco. Donc ça peut être des valeurs industrielles qui se payent avec des primes pour la visibilité encore et la qualité des résultats. Mais je pense aussi la grande, grande différence, mais je pense pas mal de gens, à mon avis, partagent cet avis, c'est encore une fois la psychologie de l'investisseur américain qui va être beaucoup plus capable d'acheter des titres qui ne sont pas rentables, qui ont des cash flows négatifs. Or, c'est très difficile pour une boîte européenne de survivre en bourse avec des cash flows négatifs. Or, comme on l'a dit sur la première session, le cash flow chez le value, c'est quand même important. Il y a quelque chose de très concret. On peut valoriser une boîte, on peut voir des multiples. Et donc, c'est la force en fait du marché américain, c'est oui, de financer des entreprises. Amazon a été financé pendant des années à zéro marge. Tesla a été financé pendant des trimestres et des trimestres en faisant des pertes. Moi, je vous donne, je donne 1 milliard d'euros par trimestre à 2 000 ingénieurs, français dans l'automobile. Bon, je pense que c'est possible de faire Tesla. Sauf que c'est le marché, américain qui le permet. Donc, bah, c'est la force du marché américain et d'un côté value, oui, ça m'arrange, oui, d'une certaine façon, sur les possibilités du marché européen plus, avec un prisme value, oui. Virginie, pour toi, quels sont les critères extra-financiers qui constituent une aide à la décision pour créer de l'alpha dans la durée? Je dirais que le premier, c'est, vous savez, moi, quand je regarde une entreprise, quand on regarde une entreprise, on s'interroge toujours, il y a pas que ça, hein, mais ça, c'est essentiel. C'est quoi le produit? C'est quoi la gouvernance et le management? Quelle est la qualité? Et c'est quoi la stratégie qui est, heu, qui est donnée par, justement le management? Ça, c'est extrêmement important. Si vous pouvez pas répondre à ces 3 questions, c'est même pas la peine, faut passer son chemin. Heu, donc vous l'avez vu, c'est bien sûr la gouvernance, management. Une entreprise, c'est avant tout, une vision, une stratégie, un travail, c'est des hommes et femmes, c'est extrêmement important. Donc même avant que nous, on examine et qu'on fasse notre propre matrice de matérialité pour l'ESG, puisqu'on nos fonds sont article 8, on travaillait sur cette gouvernance, sur ce management, sur cette qualité, c'est essentiel. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pierre? Absolument. Merci. Yann, en 2026, peux-tu nous dire quels sont les 3 risques positifs ou négatifs que tu surveilles particulièrement et quels sont les principaux facteurs qui caractérisent la construction, pardon, de ton portefeuille? Alors peut-être en risque, c'est plutôt d'abord un étonnement, j'ai déjà évoqué ça sur les dettes publiques ou sur les finances publiques. Ça m'étonne que le marché ne s'en préoccupe pas trop, voire même, il y a eu le shutdown, donc ça n'a pas fait baisser le marché, mais la fin du shutdown, ça fait monter le marché, donc c'est sympa. Donc, on peut dépenser plus, donc le marché, applaudit, bon pourquoi pas. Et aussi derrière, il y a aussi il semblerait qu'il y ait beaucoup d'ingénierie. Il y a, quand on parle de stablecoin, alors moi, ça me fait marrer une stablecoin parce qu'ils ont écrit stable sur le coin pour se dire que c'était stable. Donc ça veut dire que ça sera pas stable. Pour moi, c'est sûr, c'est pas stable. Heu et et pourquoi le stablecoin, c'est quoi? C'est drainer, ce que j'en ai compris, c'est drainer l'épargne d'Amérique du Sud, mais essentiellement l'épargne, en dollars pour, l'orienter vers, le financement, court terme de la dette américaine. Donc ça, c'est aussi il y a beaucoup d'ingénierie. Il y a FDIC qui veut, peut-être aussi, permettre aux banques américaines de détenir beaucoup plus d'obligations américaines. Voilà, voilà, on change les règles, toujours se questionner et enfin, ça m'a étonné, j'ai vu ça il y a 10 jours. Il semblerait que depuis les 2-3 dernières années, 30 du flux donc d'achat des obligs américaines sont détenus sous, les îles Caïmans. En fait, c'est hedge fund. C'est les hedge funds américains qui achètent jusqu'à 30 des émissions obligataires américaines. Voilà, ça m'étonne. Donc c'est ça, c'est quand même un risque, voilà, c'est quelque chose et donc derrière donc la création monétaire par la dette publique. Donc derrière, quel prix des actifs ou alors quelle inflation des prix des actifs? Et donc moi, ma logique de, entre guillemets, «value», c'est,
aller chercher de l'actif tangible, le cash flow de l'actif tangible, comment valoriser cet actif tangible par son actif net, par aussi la génération de ses cash flows. Donc, jusqu'à présent, on a été très loin du consommateur, plutôt proche de ce que j'appelle, l'économie productive. Ça a été plutôt bénéfique. Voilà, c'est plutôt ça et dernier peut-être le risque aussi, c'est on en parlait tout à l'heure, bah, c'est les TNT. Je m'en rappelle aussi, j'étais tout junior, mais c'est la concentration des flux et ça aussi, c'est très dangereux. Couplé maintenant à l'algorithmie, la gestion systématique et les indices, la gestion indicielle. Donc là, le gérant indiciel, il aura toujours un jour de retard parce que c'est le poids de la veille. Donc c'est ça, c'est aussi très important à suivre, je pense, la concentration des flux. Pas beaucoup de risques positifs. Si, c'est trouver les bonnes idées, c'est-à-dire, les fonds, ça si, les toujours avoir, en tête, l'économie productive, vraiment les actifs réels, et je pense que c'est ça va être très important encore plus en 2026 qu'en 2025. Ok, merci. Et Virginie, même question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les 3 risques, donc positifs ou négatifs, que tu surveilles J'ai bien compris particulièrement? qu'il fallait jeune du positif, hein. Ouais, c'est ben, ouais, ouais, moi, je suis un bullish congénital. Ouais. Et quels sont les principaux facteurs qui caractérisent la construction de ton portefeuille? Ouais. Ah, et donc ça fait beaucoup de choses, ça. Ouais, Bon, OK. mais Alors, on est non, totalement mais dans les alors, temps. le risque positif, c'est bien parce que en fait, quand il y a du risque, quand il y a beaucoup de sujets sur la table, comme je dis, c'est pour un des gérants actifs que nous sommes, ce sont des opportunités. Voilà. Et quand tout va bien et que tout va dans le même sens, finalement, nous, on s'ennuie. Et j'aime bien le concept du gérant en retard, du gérant passif qui est en retard. Ça, je vais retenir. Donc, les 3 risques, bah, c'est simple, hein, on est dans le chaos le plus total, ouais, vous voyez, un peu partout, hein. Si vous parlez géopolitique, économie, on ne sait pas, on n'a plus de data, bon. Donc c'est le chaos, cette culture du chaos, depuis, maintenant plusieurs semestres, hein. Bah, vous l'avez vu, hein, en Europe, il fallait avoir des banques, il fallait avoir de la défense. La résilience, tous ces termes-là, il y a plein de fonds qui émergent, résilience, force, défense, souveraineté, bon, bah, ça, c'est tous des sujets, hein, ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on n'est pas sorti de ce monde de chaos, on ne fait qu'y entrer. Le deuxième point, si j'ai 3 risques, bah, moi, ce qui m'inquiète quand même le plus, c'est qu'on manque le libéralisme, qui fait que, l'entreprise, est quand même la 1re saveur pour moi, c'est qu'il y a de moins en moins de libéralisme dans certaines économies et donc attention, ça, c'est toujours mauvais. Le troisième point, alors là, peut-être plus en relation avec ce qu'on a dit sur l'intelligence artificielle, puisqu'on commence à avoir quelques communications et évidemment le marché aussi qui se questionne et puisqu'on n'a pas des chiffres de l'emploi, ça tombe bien, c'est quand même l'impact sur la transformation, parce qu'il y aura un cycle transformatif et donc l'intelligence artificielle, comment ça va impacter, et bien, l'emploi, les métiers, comment on va s'adapter, à quel rythme et cetera. Donc ça, c'est effectivement, une question, un risque, on est là donc on va voir ce qui se passe, mais c'est une vraie question. Yann veut rebondir. Oui, c'est sur l'IA, en fait, ça va fonctionner ou ça va se développer que si c'est rentable. Donc, c'est en un monde de capitaliste. Donc, ça aussi, c'est la rentabilité ou pas de l'IA. Donc ça sera développé dans les entreprises que si les entreprises y trouvent un intérêt économique ou de baisse de coûts ou de création, mais il faut que ça soit rentable. Donc c'est la vraie question. D'autant plus qu'en face, il y a les Chinois et eux, ils ont bien compris, c'est que c'est une lutte de pouvoir entre les États-Unis et la Chine et quand il y a DeepSeek qui est sorti, ça a un peu effacé des mémoires déjà, mais ça a cassé la dynamique parce que les Américains sont forts à une chose, c'est de faire de l'argent. Or, les Chinois peuvent faire de l'IA moins cher. Donc si c'est moins cher, le modèle économique américain va être, challengé et ça, c'est une vraie question. Donc, à quel prix, pour quelle rentabilité? Et ça va se développer que si, le système capitaliste y trouve son intérêt, donc, à voir. Voilà. Et en termes de construction de portefeuille? En termes de construction de portefeuille, nous, on a un process, de gestion pour aller chercher nos candidats d'investissement. Ça, c'est la première chose, ça, c'est le socle, on va dire, hem pas simplement sur les États-Unis
Et puis, il y a un deuxième étage de la fusée parce qu'un marché, c'est vivant et que, vous savez, moi, on m'a toujours dit: «Il faut pas lutter contre le marché a toujours raison», mais quelque part, je pense que the end of the day, oui, c'est un peu vrai. Et donc on peut être contrariant, tenir ses positions, mais il faut quand même tenir compte des évolutions. Donc nous, deuxième étage, c'est qu'on aime bien faire du fine tuning et voilà, nous on a des règles de diversification, de ne pas avoir, une position trop importante, ce qui fait que nous on court toujours quand Nvidia, galope, bah, on est toujours en retard, un peu comme le gérant passif. J'ai retenu, hein, Yann. Mais alors lui, il est pas en retard du coup puisqu'il a 9 d'Nvidia en portefeuille, donc il est très content. Mais donc voilà, nous, on aime bien, faire du fine tuning et bah, essayer d'aller chercher nos opportunités, y compris à court terme, parce que c'est un marché qui évolue, très vite. Regardez ce qui s'est passé sur les 8 derniers jours, hein, plein d'opportunités. Donc chaque fois, on se repose les mêmes questions. Donc c'est un éternel recommencement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. J'étais ravi d'avoir deux gérants actifs qui surperforment leur indice de référence. Merci infiniment.